Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo spécialement pour un abonné qui m'a demandé de traiter un thème plus en détail. Il a vu ma vidéo sur les plus grands drames du football, que je vous invite aussi à regarder si vous ne l'avez pas vu et que vous pourrez trouver juste ici, et m'a demandé de m'attarder sur un d'entre eux un peu plus longuement, celui du Heysel. Alors Nicolas, si tu regardes cette vidéo, eh bien elle est pour toi, ça me fait plaisir. Et faites comme lui, abonnez-vous, c'est juste en dessous de cette vidéo. En tous les cas, j'espère que c'est le cas, mon ami. Allez, avant de débuter, je tiens à dire que dans cette vidéo, je vais projeter quelques images qui sont un peu difficiles. Donc je conseille aux jeunes enfants un peu malins qui arrivent à contourner les filtres, parce que j'ai quand même autorisé cette vidéo qu'aux plus de 18 ans, eh bien de ne pas la voir cette fois-ci et de passer sur une vidéo un peu plus légère et un peu plus joyeuse sur ma chaîne. On aura le temps de se revoir pour d'autres vidéos. Alors le drame du Heysel a marqué bon nombre de personnes qui ont vécu cette tragédie. Et pour cause, c'est l'une des tragédies sur fond d'hooliganisme la plus marquante. Elle survient le 29 mai 1985 à Bruxelles, en Belgique, au stade donc du Heysel. Alors ne cherchez pas, vous retrouverez plus ce stade-là, il a été depuis rebaptisé. Il s'appelle aujourd'hui Stade du Roi Baudouin. Concernant l'affiche de la soirée, nous assistons à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, ancienne appellation de Ligue des champions, pour la saison 1984-1985. Et cette finale oppose Liverpool à la Juventus. Liverpool est au sommet du foot continental, un peu comme en ce moment finalement, puisqu'entre 1977 et 1984, donc sur une période de 8 ans, ils remportent la compétition à 4 reprises et ce soir-là, eh bien, ce sont les tenants du titre. Ils accèdent donc à leur 5e finale en 9 ans. Face à eux, eh bien, comme l'an passé, encore une équipe italienne, mais à la place de la Roma l'an précédent, cette année, c'est la Juventus de Turin. La Juventus qui vient de remporter la Coupe des vainqueurs de coupe la saison précédente. Ben oui, la Coupe des Coupes, vous vous souvenez, cette coupe qui a disparu et dont le seul vainqueur français est le PSG. Bref, la vieille dame est composée de bon nombre de joueurs de la sélection nationale championne du monde en 1982, mais aussi du Ballon d'Or et du meilleur joueur européen de l'époque, Michel Platini. Mais avant d'aller plus loin et pour bien comprendre, je vous amène un an en arrière, lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, donc entre Liverpool et la Roma. Cette année-là, Liverpool remporte le titre après une séance de tir au but suite à un match nul 1-1. Or, nous sommes au stade Olimpico de Rome. Vous voyez venir les choses? Alors attention, ce que je vais dire là n'excuse en rien les actes qui ont lieu un an après au Heysel. Qu'on soit bien d'accord. Eh bien, après ce match et la victoire de Liverpool, les supporters romains un peu trop virulents attaquent les supporters de Liverpool. Si bien que ces derniers fuient jusqu'à leur hôtel, même parfois jusqu'à l'ambassade britannique, dans une cohue qui fut beaucoup de blessés. Et le pire est que ces actions ne s'en sont pas révélées être une cause de la défaite, mais des actions bien préparées à l'avance, puisque des armes blanches ont été retrouvées dans les voitures des supporters romains et étaient déjà destinées à être utilisées après le match, quel que soit le score finalement. Et bien, suite à ces affaires, des hypothèses prévoyaient que les différents hooligans anglais mettraient de côté leurs différences et leurs rivalités lors de la finale suivante, en 1985 donc, pour prendre leur revanche. Beaucoup de groupuscules différents devaient être présents sous une forme d'union malsaine. La violence à l'approche de cette finale était malheureusement prévisible. Revenons maintenant à notre finale de 1985. En cette soirée du 29 mai, eh bien, plus de 60 000 spectateurs doivent assister au match dans des conditions de sécurité et de confort non optimales. D'ailleurs, plusieurs failles au sein de la sécurité permettent à des personnes sans billets d'entrer quand même dans l'enceinte. Et déjà là, les tribunes se retrouvent être en surcapacité et les supporters
complètement serré. Première erreur. Sur cette image, on voit que les fans des Reds sont massés en tribune X et Y, alors que ceux de la Juve sont en tribune Z. Pour garantir un semblant de calme, à l'origine, cette tribune Z devait être occupée par des spectateurs belges neutres, mais les billets sont vendus par des tours opérateurs privés et ce sont bien souvent les sympathisants de la Juventus qui en font l'acquisition. Deuxième erreur. Une quinzaine de mètres, un espèce de no man's land, entre les tribunes Y et Z est simplement là pour garder un semblant de distance entre les supporters. Bref, le match arrive dans quelques heures et un match de U12 est organisé entre Liverpool et la Juve. Cette rencontre et les buts successifs des jeunes font déjà monter un peu les tensions entre les supporters. D'abord des insultes et des jets d'objets, on est quand même sur un match des U12. Puis, encore pire, des charges de supporters des Reds en direction des gradins du bloc Z. Il y avait des gendarmes dans le couloir de séparation, le No Man's Land que je vous indiquais, mais ils sont déjà très vite débordés. Et oui, l'essentiel des forces de l'ordre était posté à l'extérieur du stade, où les incidents qu'il y a eu furent assez insignifiants. À 19h20, une centaine d'Anglais déboulent dans la tribune italienne. Une véritable prise de tribune, finalement, typique de l'hooliganisme. Les Italiens et Belges qui étaient présents n'ont pas l'habitude de ces agissements qu'on voyait souvent outre-Manche. Eh bien, leur réflexe naturel, comme tout à chacun, était de reculer et de se replier à l'autre extrémité de la tribune, ce qui cause une immense bousculade, alors même que la porte des gradins qui donne accès à la pelouse est verrouillée. Vous voyez le piège, impossible de fuir. Dans un sens, il y a cette porte verrouillée, et dans l'autre, eh bien, il y a la charge des supporters adverses. Ils sont pris dans un étau qui gonfle, et finalement, les grilles cèdent. Plusieurs personnes sont piétinées et le bilan est très lourd. 39 morts au total, dont 32 Italiens, 4 Belges, 2 Français et un Nord-Irlandais. Une plaque commémorative y fait d'ailleurs hommage. En face, évidemment, les supporters, les tifosi italiens voient ça et dans un élan de solidarité essayent d'envahir la pelouse pour aller porter secours, pour aller porter main forte à leurs supporters et en découdre avec les Anglais de l'autre côté. La police intervient et évite de peu l'affrontement direct. Les secouristes arrivent, mais pour beaucoup, c'est déjà trop tard. Le match est retardé, les équipes arrivent sur le terrain avec 1 heure de retard, vers 21h30, contraints de jouer par l'UEFA qui pensait qu'un report du match allait davantage attiser les tensions et aggraver la violence potentielle. La Juve remporte la rencontre sur un penalty de Platini, mais ça reste anecdotique. Les joueurs de la Juve font un tour d'honneur à la fin sur demande de la police pour permettre d'évacuer rapidement les supporters anglais, tandis que des tentes sont montées à la va-vite pour abriter les corps. Boniek, sur cette image par exemple, tente de réconforter une supportrice. On a beaucoup d'images, c'est très documenté parce qu'une télé suisse était là par hasard pour filmer, figurez-vous, un reportage sur les supporters. Suite à l'enquête, 26 supporters britanniques sont inculpés pour coups et blessures volontaires avec préméditation. 3 Belges, 2 gendarmes et l'ex-secrétaire général de la Fédération belge pour homicide involontaire, responsable de la sécurité dont tout le système a été impuissant et peu réactif. Après le procès, plusieurs de ces inculpations sont transformées en peine de prison. La justice belge, quant à elle, condamne lourdement les autorités responsables pour avoir autorisé la tenue d'un match dans une enceinte vétuste. Suite à ça, l'UEFA met en place une batterie de normes strictes dans les stades avec obligation de place assise et prive pendant 5 ans tout club anglais de compétition européenne. Quant à Liverpool, ce sera durant 6 ans. Mais bon, il faudra pourtant attendre d'autres tragédies, celle d'Hillsborough en 89 pour aller encore plus loin en Angleterre sur la question de la sécurité et du confort dans les stades, et Furiani en 1992 pour que l'UEFA édicte des obligations sur la configuration des stades. Voilà les amis, j'avoue qu'avoir fait le focus plus en détail dans cette vidéo sur ce drame m'a fait froid dans le dos, je vous le cache pas, mais ça fait partie de l'histoire du foot, des mémoires qu'on se doit d'entretenir et qu'on espère ne plus jamais revivre. Si vous voulez que je sorte d'autres moments comme celui-là de ma vidéo sur les principaux drames du football, ou si vous avez un sujet en tête que vous voudriez que je traite, comme Nicolas l'a fait en commentaire, n'hésitez pas vous également à vous exprimer en commentaire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et
je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.